Bienvenue dans le débat de France 24. N'ayez pas peur. Nous allons retrouver notre pays. Mais vraiment, n'ayez pas peur. L'élection vient d'avoir lieu. Et il faut nous donner du temps. Ah, ce n'était pas Jean-Paul II, hein. Sa fameuse phrase prononcée il y a plus de 30 ans maintenant, mais le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, s'adresse à la foule inquiète de ses opposants, celle qui manifeste chaque jour à New York, Portland et ailleurs. N'ayez pas peur, cette injonction à lui faire confiance. C'était d'ailleurs la tonalité de ce premier entretien télévisé depuis son élection dans l'émission 60 Minutes pour CBS. Extrait. C'était l'un de ses engagements durant sa campagne. Donald Trump disait vouloir ériger un mur à la frontière mexicaine et expulser les immigrés clandestins. Lors d'une interview sur une chaîne américaine, il est resté très ferme sur cette question. Nous allons faire sortir du pays les criminels qui sont là illégalement, ceux qui ont un casier judiciaire, les membres de gangs, les dealers de drogue. Ils sont probablement 2 millions, voire 3 millions. Eh bien, nous allons les faire sortir du pays ou bien les incarcérer. Ils sont ici de manière illégale. Il a également réaffirmé son opposition à l'avortement et a annoncé qu'il nommerait des juges favorables au port d'armes. Face aux manifestations de ces derniers jours, il appelle au calme et reste flexible sur l'Obamacare, la loi sur l'assurance santé, mesure phare du mandat de son prédécesseur. Modifierez cette réforme. Ferez-vous en sorte que ceux qui remplissent certaines conditions soient toujours couverts? Oui, car c'est l'un des principaux atouts de cette loi. Allez-vous la garder? Oui, pour les enfants qui vivent avec leurs parents un peu plus longtemps. Vous allez garder ça? Oui, il y aura des coûts supplémentaires, mais nous allons faire en sorte de garder ça. Donald Trump avait promis de renoncer à son salaire de 400 000 $ annuels attaché à la fonction présidentielle s'il venait à être élu. Il a depuis réitéré cette promesse. Qu'attendre donc de Donald Trump? On en débat avec à nos côtés Denis Lacorne, professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CERI. Vous êtes auteur des Frontières de la tolérance. C'est paru aux éditions Gallimard. Merci d'être avec nous. Face à vous, Soufiane El-Sabak, spécialiste des affaires intérieures américaines et du Parti républicain, plus précisément. Vous êtes notamment l'auteur de la Nouvelle droite américaine, la radicalisation du Parti républicain à l'ère du Tea Party, paru en 2012. Vous avez également écrit un ouvrage sur Mitt Romney à l'époque, où il était candidat. Denis Lacorne, rassurant ou inquiétant le Donald Trump qu'on a pu voir hier sur CBS? C'est-à-dire on a connu un Donald Trump menaçant, insultant, grossier, qui avait dit des choses épouvantables pendant la campagne. Il allait expulser 12 millions de sans-papiers. Donc c'était terrifiant. Et là, on découvre un Donald Trump qui découvre le principe de réalité, qui découvre que ce mur incroyable qu'on allait construire sur 3000 km, que cette expulsion de 12 millions d'immigrés, ça ne tient pas la route, sauf à créer les États-Unis en État policier et totalitaire. Et si on lit bien l'interview de CBS News, lorsqu'il dit qu'il va expulser qui? Pas tous les sans-papiers, ceux qui ont des dossiers criminels, ceux qui ont un casier judiciaire pour crimes et délits pénaux. Et ces gens-là, c'est ce que fait Obama, dans le fond. C'est la continuité du programme Obama. C'est ce qu'on a connu, nous, ici, comme étant la double peine, finalement. Oui. Obama a expulsé, depuis son arrivée au pouvoir en 2009, près de 3 millions, 2,5 millions de sans-papiers qui avaient des dossiers criminels. Ça veut dire 312 000 par an. Et finalement, que va faire Trump? La même chose. Alors, évidemment, le chiffre qu'il utilise, moi, je vais en expulser peut-être 2, peut-être 3 millions, c'est purement fantaisiste. Et vérification faite, par exemple, dans le Washington Post, on lui a donné 2 Pinocchio. En réalité, oui, il y a encore quelques criminels sans papier qu'on pourra expulser, mais c'est de l'ordre de 300 000, 400 000, certainement pas les 2 millions dont parle Trump. Donc on est paradoxalement dans la pure continuité de la politique d'Obama vis-à-vis des sans-papiers qui ont des casiers judiciaires. C'est un candidat républicain normal, finalement, Donald Trump, Soufiane El-Sabak. C'est un Mitt Romney, c'est presque un Bob Dole. Non, et pour l'instant, je pense que c'est tout à fait un candidat qui, à l'heure d'entrer dans ce costume présidentiel, fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il parle bien au président, effectivement, il adoucit son ton sur tout un tas de sujets. Il y a encore ces tweets qui ne peuvent pas s'empêcher, effectivement, contre le New York Times, contre les manifestants. Donc ça, c'est les réminiscences de l'ancien Trump. Oui. Peut-être qu'effectivement, il va endosser totalement ce costume présidentiel. Et effectivement, sur l'immigration, il y a des chiffres qui sont tout à fait saisissants. C'est la continuation de la politique d'Obama. Là où ça ne sera pas la continuation, et là où, effectivement, ça va devenir très intéressant, c'est par exemple sur les impôts. Oui. Où là, on va totalement changer le paradigme budgétaire. Obama est arrivé avec un déficit de 10%, il l'a emmené jusqu'à 3%.
Donald Trump a un problème. Il nous promet moins d'impôts et à la fois plus de dépenses, notamment pour la défense, notamment pour les infrastructures, pour le mur, etc. C'est là où le paradigme va être extrêmement intéressant, les républicains étant plutôt des conservateurs fiscaux, c'est-à-dire l'équilibre budgétaire avant tout. Justement, Denis Lacorne, est-ce que là, il ne va pas finalement aussi être obligé de revoir sa copie, Donald Trump? Est-ce que l'on peut promettre des baisses d'impôts et des dépenses d'infrastructures quand on compte dans sa majorité des personnalités comme Paul Ryan qui se sont illustrées sur des positions extrêmement dures sur les comptes publics? Sur les comptes publics, si on fait ce qu'il veut faire, c'est-à-dire baisser les impôts de façon massive, surtout pour les plus riches et pour les entreprises, et d'autre part, faire d'énormes dépenses d'infrastructures, plus de 1000 milliards de dollars en infrastructures, ça veut dire quoi? Pour le budget américain, pour le Trésor, ça veut dire des pertes de l'ordre de 12 000 milliards de dollars. Donc on peut faire ça, mais ça augmente la dette. Ça va sans doute pousser à la hausse les taux d'intérêt des banques et c'est tout à fait contraire au principe de l'establishment républicain. Oui, et puis c'est surtout mettre peut-être davantage encore les États-Unis dans la main de ceux dont il prétend les éloigner, à savoir les Chinois. Ça risque de décevoir. Ce sont les premiers détendeurs de dette américaine, de dette obligataire américaine à l'étranger. Oui, mais ils peuvent se permettre une baisse du dollar. Ça n'est pas une grande importance. Il faut bien que les Chinois mettent leur argent quelque part. Donc je ne crois pas que ça aura des conséquences terribles. Par contre, s'il impose, comme il l'avait promis, un tarif de 45% sur les importations chinoises, là, on va vers une situation de guerre économique. Et pour l'instant, Trump ne s'est pas prononcé. Mais revenons à l'exemple du mur, quand même, qui est très, très intéressant, parce que ce mur sur 3000 km, ça coûterait 25 milliards de dollars. Ça voudrait dire... Il a dit le Mexique va payer pendant... Oui, mais personne n'a cru ça, bien sûr. Et là, dans cette déclaration que vous évoquez, qu'on vient de montrer, c'est très intéressant. Il dit, oui, je construirai, mais bon, il y aura des clôtures barbelées sur certaines zones géographiques, puis dans d'autres zones, on fera des morceaux de murs. Bref, il n'est plus du tout question d'un mur solide sur 3000 km. Et d'une clôture quand même continue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Elle ne peut pas être continue, parce qu'il y a des rivières, il y a des cours d'eau, elle ne sera jamais continue. Il y a Rio Grande qui empêche physiquement la construction. Et on trouve donc le cynisme aussi des républicains, parce qu'à l'occasion du mur, il y a une interview récente de Newt Gingrich qui dit « Ah, c'était un beau truc électoral, le mur, mais bon, évidemment, on ne pouvait pas le tenir. » C'est assez énorme de dire ça. Donc, il a fait campagne sur cette construction d'un mur, puis finalement, tout ça, c'était du bluff, et on découvre le bluff de M. Trump. Mais à nouveau, je le dis, c'est le principe de réalité. Trump est un pragmatiste qui n'a pas de cœur idéologique, et donc il s'adapte. Ça veut dire quoi, Soufiane El-Sabbagh, que tout cela, finalement, même ce mouvement du Tea Party qu'on observe depuis 6 ans à l'œuvre maintenant, tout ça, c'était une supercherie? On va attendre de le voir. Je pense que Donald Trump, c'est très, très différent de ce qui se passe au Congrès. Les républicains du Congrès ont, eux, des positions très droitières qui se sont durcies au cours des années récentes. Parce que sur l'Obamacare, là que Trump donne l'impression, finalement, de vouloir un petit peu ménager... Il garde des morceaux. Il garde des morceaux. Et le simple fait de garder des morceaux, en l'occurrence sur, effectivement, les personnes qui ont des preconditions, c'est-à-dire vraiment des difficultés de santé, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc c'est impossible de maintenir ça sans maintenir le reste. Est-ce que là, c'est pas finalement la plus grosse entorse à ce que disent les Républicains depuis 4 ans, à 6 ans même, à savoir qu'il faut, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, il l'avait dans le collimateur, ce projet. Donald Trump est le premier républicain depuis 6 ans, voire plus, sans doute beaucoup plus, à vouloir une réforme de la santé. C'est quelque chose de tout à fait inédit. Il a réussi à gagner là-dessus. Et maintenant, c'est le dilemme pour les républicains. Parce que les idées de Trump sont maintenant mainstream, il leur faut passer à l'action et essayer de faire voter un plan, soit garder Obamacare en le modifiant, soit un nouveau. Et là, c'est là où c'est la cacophonie totale. Idéologiquement, entre Trump et les républicains au Congrès, il va y avoir un gros problème parce que sur l'Obamacare, sur les impôts, sur les dépenses, sur les dépenses militaires, etc., tout un tas de sujets où il n'y a pas du tout d'accord idéologique. Ça va se terminer comment, ça, Denis Lacorne? J'ai un collègue américain qui dit le problème du Parti républicain, c'est un peu comme un peloton d'exécution qui forme un cercle. Ça sera la nuit des longs couteaux. Et un exemple de ça, ça veut dire des divisions internes, c'est cette hydre à 2 têtes qui vient d'être créée au sommet de la Maison-Blanche, c'est-à-dire Priebus, qui est le Chief of Staff, le directeur de cabinet qui va maintenir des bonnes relations avec le Congrès, qui est très proche de Ryan, le speaker de la Chambre des représentants. C'était le président, pour ceux qui nous regardent, du Parti républicain. C'est l'homme de l'establishment républicain. Et puis à côté, il y a Stephen Bannon, qui est tout le contraire, qui se définit comme un léniniste de l'anti-establishment, qui fait partie de l'ultra-droite américaine, qui a dirigé un groupe de presse qui s'appelle Breitbart, qui est un groupe notoirement xénophobe et antisémite. Et alors, comment est-ce qu'il va réconcilier ces 2 tendances très, très différentes à l'intérieur du parti? L'un des deux va gagner à un certain moment. Ça sera intéressant de voir. Mais Trump n'a pas osé décider, dans le fond, entre est-ce que je joue à fond la carte du Congrès,
ou est-ce que j'essaye d'imposer mes idées un peu révolutionnaires qui sont celles de Stephen Bannon, qui était aussi le directeur, le manager de ma campagne électorale. Est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Est-ce que finalement il est trop tôt? Est-ce qu'on peut dire effectivement, comme Denis Lacan à ce stade, il n'a pas tranché Donald Trump, résultat on ne peut pas dire finalement ce qui va advenir de la présidence américaine? Effectivement, il est bien trop tôt pour trancher, mais le combat il est là. Est-ce que ce sera Bannon? Est-ce que ce sera Priebus qui aura l'ascendant? Toute la question est là, parce que si c'est Priebus qui a l'ascendant, il faut s'attendre à une présidence Trump plutôt calme. Et un réveil des Tea Party, du coup? Plutôt assagi, ce qui va susciter beaucoup de déceptions dans le camp républicain, notamment dans le camp des électeurs républicains. Il ne faut jamais oublier que Trump, il a une élection face à lui dans seulement 2 ans. Et puis il pense, il l'a déjà dit, à l'élection de 2020. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Si jamais il en donne trop à un camp ou à un autre, ça va lui retomber sur le nez d'une façon ou d'une autre. Soit en termes électoraux, soit en termes de gouvernement. De législative. Il pense d'ores et déjà à 2020, c'est-à-dire qu'il pense enchaîner 2 mandats dans le... Oui, il l'avait dit, je pense que son discours de victoire, il a dit on est là pour 4 ans, peut-être pour 8. Bon, c'est une claire allusion, de toute façon, le président des États-Unis, par tradition, se représente. On n'en est plus à ça près avec Donald Trump, peut-être qu'il fera que 4 ans, mais je crois que sa présidence, elle dure 4 ans, mais il faut bien la comprendre comme un double mandat. Denis Lacan, ça veut dire que ceux qui pensent que Donald Trump a vu la victoire lui tomber dessus un peu par hasard et qu'il ne la souhaitait pas vraiment, cela se trompe. Il voulait vraiment la Maison-Blanche et il est d'une certaine manière là où il comptait être aujourd'hui? Oui, quand on fait, c'est quand même une campagne, c'est des marathons, les campagnes présidentielles américaines. Quand on fait ça pendant 1 an, ce serait étonnant qu'on ne veuille pas la Maison-Blanche. Il n'y a peut-être pas cru tout le temps, mais il s'est trouvé face à un adversaire qui était bon. Il ne faut pas oublier qu'Hillary Clinton a gagné les 3 grands débats présidentiels. Mais il y a eu aussi toute une série d'erreurs, de problèmes, de bavures, notamment l'intervention du FBI dans la campagne 11 jours avant l'élection qui était fâcheuse. Mais aussi le drame, dans le fond, d'Hillary Clinton, c'est que c'est les taux d'abstention. 55% seulement des électeurs se sont prononcés, moins qu'en 2008. En 2012, c'était 65% de l'électorat. Donc il y a une masse énorme d'électeurs qui ne se sont pas déplacés, et notamment des femmes, des jeunes, des gens qui avaient soutenu Sanders, qui n'ont pas été suffisamment enthousiastes, dans le fond. Et ça fait très mal. Cette participation qu'on espérait être très élevée a été anormalement basse par rapport à la moyenne, alors que Trump a réussi, lui, à mobiliser les ouvriers qui sont pas nécessairement appauvris, d'ailleurs pas tous victimes de la globalisation, mais des ouvriers qui sont dans des zones rurales, qui estiment que les villes cosmopolites sont trop politiquement correctes, et des ouvriers qui ont, dans le fond, une espèce de réaction de ressentiment culturel entre les petites villes et la campagne et les très grandes villes. C'est un peu ce qu'on connaît en France. Vous avez des villes comme Soissons, comme Béziers, où ça ne se passe pas comme à Paris, à Lyon ou à Bordeaux. Et c'est un peu ce curieux contraste qui existe aux États-Unis. Et Trump a très très bien su mobiliser ces ressentiments culturels, économiques. Christophe Guilluy, lui, parle de périurbain. Alors bon, là on est dans d'autres grilles d'analyse, effectivement, pour décrire le vote Front National en France. Sur quelle mesure, d'après vous, Donald Trump est particulièrement attendu, justement, par ses électeurs? Laquelle ces électeurs ne lui pardonneraient-ils pas de ne pas mettre en œuvre, d'après vous? Les ouvriers qui ont voté pour lui, et les blancs surtout, les petits blancs, les évangéliques. Enfin, il y a toute une série de catégories. Parce que c'est une coalition, le Parti républicain, comme le Parti démocrate, d'ailleurs. C'est pas complètement homogène. Mais avec Trump, ce qui est extraordinaire, c'est que, si vous voulez, prenez la métaphore de l'éléphant, le symbole du Parti républicain. Le corps de l'éléphant, c'était Corporate America, les capitalistes, les classes moyennes supérieures, et puis les oreilles et la queue, c'était la classe ouvrière. Il y en avait, mais pas beaucoup. Et maintenant, Trump a tout inversé. Le cœur du parti, le corps de l'éléphant, c'est la classe ouvrière, et les classes moyennes supérieures, les capitalistes, c'est les oreilles et la queue. C'est ce curieux phénomène d'inversion auquel on assiste. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Soufiane El-Sabag, le mot de la fin. Qu'attendent les électeurs de Trump? Sur quelle mesure sera-t-il jugé et, s'il ne la met pas en œuvre, condamné à l'avenir? Je pense que la campagne de Trump est très largement irrationnelle. Elle joue sur des thèmes qui dépassent la rationalité, qui vont sur l'émotion. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'effectivement, les ouvriers vont attendre des mesures symboliques. Ils vont attendre le mur. Ils vont attendre effectivement des déportations de masse, 3 millions, 11 millions, on n'en sait rien encore. La sortie d'Alena, une Cour suprême très conservatrice. Il va falloir une Cour suprême très conservatrice. Qui renversera la décision. Et puis, ça, c'est peut-être le gage qu'il peut donner à moindre mal, d'une certaine manière. Et puis la business class va s'attendre à des coupes d'impôts qui sont absolument massives. On parle pour les entreprises, on passe de 35 à 15% d'impôts. C'est un taux d'imposition qui est phénoménal. Mais donc, même là, si Trump met en œuvre, ça va avoir des répercussions. À suivre, donc, on verra dans les prochaines semaines s'il les met en œuvre. Merci beaucoup à Denis Lacorne d'avoir été avec nous. Merci.
Merci également à Soufiane El Sabbagh et on se reverra certainement très prochainement pour évoquer les premiers pas de ce président qu'on n'attendait pas. Restez avec nous à suivre dans un instant un second face-à-face consacré, lui, à l'après 13 novembre. Restez avec nous.